Alain, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le ministère de la Transition écologique remet en question nos rapports d'impact environnemental de 2012? C'était un lundi matin à 8h54 et j'avais déjà bu 2 cafés imbuvables de la machine de la salle de pause qui avait un goût de regret amer. Mais je pouvais régler ça. Tout comme j'avais géré les 6 autres crises clients de la semaine passée et les 4 audits de conformité de la semaine d'avant. J'ai pris une grande inspiration, je me suis pincé l'arête du nez et j'ai prononcé la phrase que je dis toujours quand je m'apprête à remettre toute une multinationale sur les rails. Je m'en occupe. C'était mon rôle. J'étais le calme au milieu de la tempête. Depuis 9 ans, j'étais le directeur de la conformité et le ruban adhésif invisible qui maintenait Horizon Infrastructure debout, en particulier notre joyau, le contrat de 270 millions d'euros avec Énergie de France et Réseau. C'était un client colossal. On parlait d'investissement dans le réseau électrique national, de surveillance ministérielle, de clauses de l'ADEME et de normes européennes, et d'une manière ou d'une autre, je faisais en sorte que tout tourne comme une horloge suisse. Silencieux, fiable, acquis. C'est comme ça que j'aimais travailler, pour l'essentiel. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ou de mots à la mode sur LinkedIn. Je voulais juste que mon travail soit respecté. Ce qui, attention révélation, n'était plus le cas. Pas depuis un certain temps. Si vous avez déjà été la personne qui empêche le chaos de basculer dans la catastrophe, celle qui fait en sorte que tout le cirque ait l'air facile pendant que tous les autres obtiennent des promotions en ne faisant rien, vous savez ce que l'on ressent. Bref, retour à ce lundi. Je venais de réussir à calmer notre représentante chez Énergie de France et Réseau, Nathalie Girard, une femme qui avait un jour menacé de rompre tout leur contrat à cause d'une faute de frappe dans un bas de page, et je rédigeais un courriel de suivi quand il est entré. « Salut mon vieux Alain », a dit Bastien, le fils du PDG et récemment autoproclamé vice-président exécutif de la stratégie, même si sa dernière stratégie consistait à poster des citations inspirantes sur des photos de chantier prises sur Google pour notre compte Instagram d'entreprise. Nous devrions vraiment parler de la modernisation de ton poste. Ma colonne vertébrale me démangeait. Moderniser est le jargon de bureau pour dire que nous allons t'écraser puis te manipuler pour que tu nous remercies. Bastien avait commencé à flotter dans les étages de la direction comme une mauvaise odeur, vêtu de costumes sur mesure qu'il n'avait pas gagné, et absolument inutile. J'avais gardé mes distances. J'avais survécu à 5 changements de direction, une fusion, 2 gels budgétaires et un directeur financier qui avait essayé de m'expliquer les principes comptables en utilisant des métaphores de football. J'avais 54 ans et il ne me faisait pas peur. Mais Bastien possédait ce mélange dangereux d'ignorance et de pouvoir qui précède toujours le désastre. Il n'avait pas été promu parce qu'il le méritait, mais parce que le PDG, Richard Beaumont, ne pouvait pas dire non à une partie de golf le dimanche avec son fils unique. Maintenant, Bastien tournait autour de mes clients, s'asseyait dans des réunions sans y être invité, interrompant avec des idées comme « Et si nous renommions l'équipe de conformité l'unité du bonheur client ?» La première fois qu'il a essayé de s'immiscer dans mon dossier Énergie de France et Réseau, il a demandé à Nathalie si les centrales électriques pouvaient être peintes en bleu pour s'accorder avec notre nouveau logo. Nathalie avait cligné des yeux lentement, le regardant comme s'il était un chien doué de parole, et avait demandé à reporter la réunion. J'avais arrangé les choses, encore une fois. Alors, quand Bastien a rôdé près de mon bureau ce lundi-là, sirotant son thé matcha glacé et portant un blazer comme si c'était un déguisement, je savais ce qui arrivait. J'ai souri comme si je ne savais pas. Je pense que nous pouvons optimiser ce processus, Alain, a-t-il gazouillé, tapotant mon dossier de suivi des contrats comme s'il l'offensait. Tu fais beaucoup de communication directe, mais as-tu envisagé d'automatiser cela? Avec quoi? Ai-je demandé. Un robot de discussion? Il a rayonné. Exactement. Quelque part au fond des bureaux de la Commission de régulation de l'énergie, un officier de conformité a probablement ressenti une perturbation dans la force. Mais j'ai hoché la tête, pris mes notes et souri parce que c'est ce que l'on fait quand quelqu'un qui porte le nom de famille du PDG est déterminé à marcher sur votre corps pour grimper l'échelle de l'entreprise. Le reste de la semaine s'est transformé en la bousculade habituelle. Le client a signalé une anomalie chez un fournisseur, je l'ai résolu. Ils ont paniqué à propos d'une clause de conformité manquante, j'ai localisé l'avenant horodaté, parce que bien sûr je l'avais conservé. Bastien, lui, a disparu dans des ateliers avec la stagiaire en marketing qu'il s'obstinait à appeler sa chef de cabinet. Le jeudi, j'avais dormi peut-être 9 heures au total. Mais nous avons obtenu la signature de l'approbation du projet,
le rapport fédéral de conformité a été soumis et le client m'a envoyé un courriel de remerciement directement. Un vrai merci sincère à 16h52. J'étais encore ravi de cela quand mon calendrier a sonné. Réunion 17h, salle de ressources humaines 4B. Aucun expéditeur, aucun objet, juste cela. Et à ce moment-là, tout mon corps est devenu froid. Vous voyez, quand vous travaillez 9 ans dans n'importe quel bureau, votre instinct s'aiguise. Vous pouvez sentir les licenciements comme un orage qui approche. Mais c'était autre chose. Je l'ai senti dans mon estomac avant même de quitter mon bureau. L'air est devenu lourd. Le cordon de mon badge semblait trop serré. J'ai attrapé mon dossier, celui que je portais toujours pour les réunions avec les clients, juste au cas où, et j'ai descendu ce couloir beige comme un homme marchant vers ses propres funérailles. Je ne le savais pas encore, mais l'homme qui est entré dans la salle 4B n'en reviendrait pas. Bastien était déjà assis quand je suis entré dans la pièce, ressemblant à un adolescent qui s'était glissé dans le bureau de son père. La responsable des ressources humaines, Clarisse, était assise à côté de lui, ressemblant à quelqu'un piégé entre une grenade dégoupillée et un bambin tenant une allumette allumée. Bastien n'a même pas levé les yeux de son téléphone avant que je ferme la porte derrière moi. « Alain » a-t-il dit, essayant de paraître autoritaire, « merci d'être venu si vite. » Je n'ai rien dit, je me suis juste assis. On apprend après des années à être l'adulte dans la pièce que le silence peut être un scalpel. Laissez-les parler. Laissez-les faire la première incision. Bastien s'est raclé la gorge et a croisé les doigts. Alors, a-t-il commencé, ce n'est pas facile, mais après un examen attentif des synergies départementales et de la redondance stratégique, il a jeté un coup d'œil à Clarisse comme s'il voulait des applaudissements pour avoir utilisé un grand mot. Nous avons décidé que ton rôle n'est plus en phase avec nos initiatives d'avenir. Traduction, c'est fini pour toi. J'ai regardé Clarisse. Ses yeux ont fui les miens. Les ressources humaines ne sont que l'éponge à culpabilité de l'entreprise. Bastien a continué, enjoué comme un robot aspirateur coincé dans un placard. Nous apprécions tout ce que tu as fait, mais nous rationalisons la gestion des comptes pour créer une structure plus agile. Je n'ai pas scié. Vous me licenciez ? Une pause. Ce n'est pas contre toi en soi, a dit Bastien, souriant comme s'il venait d'inventer l'empathie. Nous allons gérer les clients nous-mêmes désormais. Et voilà. Le couteau déguisé en progrès. J'ai de nouveau regardé Clarisse. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. Indemnité de départ, accord de confidentialité. Toujours le même scénario. As-tu des questions ? A demandé Bastien, tapotant déjà sur son téléphone. Nous te laissons jusqu'à la fin de la journée pour faire tes cartons. L'horloge au mur indiquait 17h07. J'ai ouvert l'enveloppe, parcouru les pages, puis j'ai ri. Pas fort, pas amèrement, juste un souffle silencieux, presque amusé. Le genre qui dit, « Oh mon petit, tu viens de jeter une allumette dans une flaque que tu croyais être de l'eau. » Aucune question, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai ajusté mon blazer, j'ai repoussé l'enveloppe sur la table comme l'addition d'un repas que je n'avais pas commandé, puis je suis sorti. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, ce qui a honnêtement probablement déçu Bastien. Les gens calmes le font toujours. Ils veulent que vous implosiez. Ils veulent que votre fureur valide leur décision. Mais je ne lui ai pas donné cela. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à mon bureau d'angle, je vous prie, avec une vue sur les toits de Paris que j'avais gagné à force de nuits tardives, d'appels le week-end et de plus de sauvetage de conformité que je ne pouvais en compter. Ma plaque nominative brillait encore du jour où je l'avais polie. Je me suis assis, je me suis connecté. Aucune suppression de fichiers. Aucun courriel d'adieu en colère. Aucune sortie dramatique. Juste un dossier laissé ouvert sur mon écran, contrat client, actif plus renouvellement, clairement étiqueté, clairement horodaté, clairement intact. J'ai fermé le reste. Puis j'ai sorti la clé USB de ma mallette, je l'ai insérée, j'ai copié un fichier, pas pour me venger, par protocole. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris la photo encadrée de ma défunte épouse sur le bureau, elle disait toujours, ne laisse pas les gens jolis dans des chaussures chères prendre ta dignité Alain, et je l'ai glissée dans ma mallette. J'ai laissé les stylos, j'ai laissé la tasse, j'ai tout laissé d'autre. En sortant, j'ai croisé Bastien dans le couloir qui riait avec quelqu'un de la finance. Il ne m'a même pas remarqué.
Parfait, parce qu'il n'avait pas vu venir ce qui allait suivre. Dehors, le ciel avait la couleur d'une vieille pièce de monnaie, lourd et électrique. L'air ressemblait au moment juste avant que l'orage n'éclate. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire. Puis je suis parti, silencieux et souriant. Pas parce que j'allais bien, pas encore. Parce que je savais une chose qu'ils ignoraient. Ce contrat était toujours actif, et Bastien Beaumont venait de marcher sur une mine juridique en chaussures de créateur. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais retiré mon blazer et la trahison en même temps. Le chien, un golden retriever nommé Marius, n'a même pas levé les yeux du tapis quand je suis entré, ce qui semblait étrangement approprié. 9 ans de loyauté envers une entreprise, et soudain vous n'êtes plus qu'une odeur de plus sur les meubles. J'ai posé ma mallette sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé 2 doigts de cognac. Pas une célébration, pas encore. Juste un rituel, la première étape pour reprendre ma soirée des griffes du chaos. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, parce que voyez-vous, je ne suis pas le genre d'homme qui part en silence. Je suis le genre d'homme qui lit les contrats, tous les contrats. Le genre qui se souvient de chaque ligne pointillée, de chaque clause conditionnelle, de chaque avenant oublié déposé un mardi quelconque. Le genre qui ne se contente pas de serrer des mains, j'écris le mémo après. Et il y a 6 mois, lors d'un audit multi-agence de nos investissements dans le réseau électrique, Nathalie Girard, la directrice juridique du client, avait insisté sur un avenant. Elle avait regardé la rotation des analystes débutants que Bastien essayait de faire défiler sur le compte et avait dit « Nous ne pouvons pas nous permettre un autre remaniement Alain. Je veux de la continuité. Mettez-le par écrit. » C'est ce que nous avons fait. Avenant 9C, section 14C, lié au contrat 3B 290. Il a été exécuté, horodaté, signé et toujours actif. Et il invoquait la clause relative au personnel clé. En français clair, la réglementation signifiait qu'Horizon Infrastructure ne pouvait pas m'écarter ou me remplacer sur le compte sans le consentement écrit de Énergie de France et Réseau. S'il le faisait, ce n'était pas juste un petit contretemps. C'était une violation substantielle d'un accord de sous-traitance, donnant aux clients des motifs immédiats de résiliation pour faute. Et devinez qui avait signé cet avenant? Bastien Beaumont, vice-président de la stratégie, qui avait été si impatient de signer les nouvelles conditions pour prouver qu'il faisait un vrai travail qu'il n'avait même pas pris la peine de lire l'annexe juridique. Ô Bastien, espèce de pan candide. Je n'ai pas envoyé le contrat par dépit. Je l'ai envoyé parce que c'était mon travail, même s'il venait de me dire que je n'en avais plus. J'ai ouvert ma messagerie personnelle, rédigé le message. Court, clinique, sans adjectif, sans éclat. Objet, risque de continuité du personnel clé, contrat 3B 290. Conformément à l'avenant exécuté 6 juin en date du 4 avril, je signale formellement une violation de conformité liée à la continuité du service et au détournement du personnel clé pour le compte Énergie de France et Réseau. Veuillez confirmer la réception. J'ai joint le contrat exécuté et l'avenant 9 s'est signé. J'ai mis en copie le conseiller juridique interne d'Horizon et leur responsable externe de la conformité. Et puis, j'ai mis Nathalie Girard en copie cachée. Clic envoyer. J'ai fixé l'écran pendant 30 secondes entières après, le cognac intact, le cœur comme un tambour régulier. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la documentation. Mon langage, ma lame. Puis j'ai programmé un courriel de sauvegarde pour qu'il s'envoie à 7h45 le lendemain matin. Même document, public différent. La directrice financière, Chantal, la vice-présidente des services clients et 2 membres du conseil d'administration qui s'étaient toujours méfiés du népotisme de Richard Beaumont. Ils s'en soucieraient. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai enfin bu mon cognac et j'ai laissé sortir Marius. Quelque chose dans l'air avait changé. C'était ce léger frisson électrique qui vibre dans vos os quand une chose est sur le point de se briser. Bastien pensait avoir réussi un coup d'éclat en licenciant le directeur de la conformité aux cheveux gris. Il pensait pouvoir automatiser un système qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Mais ce qu'il avait réellement fait, c'était amputer un membre dont il ne savait pas qu'il maintenait le corps en vie. Et maintenant, les nerfs étaient sur le point de hurler. Le système de ventilation du bâtiment se mettait toujours en marche vers 7h58, mais personne ne le remarquait vraiment jusqu'à ce que quelque chose n'aille pas. Ce matin-là, l'air semblait trop froid, trop bruyant, comme si les conduits eux-mêmes murmuraient « Faites attention ». À 8h17, le murmure est devenu un cri.
Le PDG, Richard Beaumont, un homme aux tempes grises et aux boutons de manchette sur mesure qui avait un jour serré la main d'un ministre et s'était essuyé les mains sur son pantalon après, a ouvert sa boîte de réception pour trouver un objet qu'aucun dirigeant ne veut jamais voir avant son deuxième expresso. Objet, résiliation de service, risque immédiat, contrat 3B 290. Il a cliqué. Il a lu, s'est arrêté et a relu. La directrice juridique de Énergie de France et Réseau l'avait écrit elle-même. Nathalie Girard, une femme vive et sans sentiment qui n'utilisait des majuscules que si elles étaient sur le point de vous coûter 7 zéros. Le courriel ne faisait que 5 lignes, ce qui le rendait pire. Cette correspondance est destinée à confirmer que nous avons reçu une documentation suggérant une violation de notre accord de continuité de service sous le contrat 3B 290. Le licenciement de M. Alain Vance sans consultation préalable du client constitue une violation de la clause 14C. Ceci est considéré comme un motif de réévaluation immédiate du contrat et de résiliation pour faute. Veuillez nous informer de la suite. Il n'y avait pas de bonjour, pas de salutation, juste l'impact. Richard a fixé l'écran. Le temps s'est déformé. Il a entendu le clic d'un stylo dans la pièce d'à côté. Un téléphone a sonné. Il n'a pas répondu. Il a relu les mots. Résiliation pour faute, veuillez nous informer. Il s'est tourné lentement vers la gauche. La porte de Bastien était ouverte. Son fils était à son bureau, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone avec l'aisance insouciante de quelqu'un qui n'avait jamais eu à lire une clause juridique de sa vie. Richard s'est levé, pas rapidement, comme un homme remontant d'eau profonde. Il a traversé la suite de la direction à pas mesurés, s'est arrêté à la porte de son fils et a dit, presque dans un murmure, « Dis-moi que tu n'as pas licencié Alain Vance. » Bastien a cligné des yeux. « Quoi ?» La main de Richard s'est serrée autour de l'impression du courriel. Il ne s'est pas répété, il est juste entré et a posé le papier doucement sur le clavier de Bastien. Bastien a lu la première ligne, a fait une pause, a fait défiler vers le bas, puis vers le haut. Puis est venu le frémissement de la panique, ce bégaiement essoufflé que les gens ont quand ils réalisent qu'ils viennent de marcher sur une mine qu'ils pensaient être un ralentisseur. Je ne savais pas que son poste était protégé, a dit Bastien. Personne ne m'a parlé de la clause 14 ou quoi que ce soit. Richard l'a regardé comme on pourrait regarder un raton laveur qui aurait réussi à ouvrir votre frigo pour manger du poulet cru. La clause 14C, a dit Richard, la voix basse et tendue, était la clause de continuité du personnel clé dans l'avenant que tu as autorisé. Tu l'as signé. Le 4 avril. Personne ne l'a signalé, a insisté Bastien, son visage perdant ses couleurs. Alain n'avait pas besoin de la signaler, a rétorqué Richard, sans crier, se décomposant simplement. Alain l'a écrite. La bouche de Bastien s'est ouverte, mais quelle que soit l'excuse qu'il s'apprêtait à bricoler, elle est morte dans sa gorge. De retour à son bureau, le téléphone de Richard s'allumait déjà. Le conseiller juridique interne, les services clients, la liaison exécutive. Un appel manqué, 2, 3. Il a regardé à travers la paroi vitrée qui le séparait du reste du bureau. L'étage commençait à bourdonner, pas de son, mais de ce rythme silencieux de la panique d'entreprise. Épaules tendues, Jean marchant plus vite, calendrier sonnant comme des alarmes incendie. Richard s'est tourné vers son fils. On ne rationalise pas un compte de 270 millions d'euros en licenciant la seule personne nommée dans la clause de conformité. Je ne l'ai pas licencié, a tenté Bastien. J'ai réaligné le département. Il était le personnel clé, a dit Richard. Alors on renégocie, a dit Bastien. Il a mis la directrice juridique du client en copie cachée de son courriel de départ, a dit Richard. Il n'y a aucune renégociation possible. Le visage de Bastien s'est durci, optant pour l'attaque comme il le faisait toujours quand il était acculé. Eh bien, peut-être que si notre entreprise ne dépendait pas autant d'une seule personne. La voix de Richard l'a coupé comme de l'eau glacée. Si ton nom de famille n'était pas le mien, tu serais en train de mettre à jour notre biographie Twitter d'entreprise en ce moment même. Et juste comme ça, le silence s'est épaissi. Au service juridique, quelqu'un a fait tomber un classeur. Un analyste junior au service client a renversé son café en essayant de sortir les registres de contrat. La réunion hebdomadaire des opérations a été reportée sans explication. Richard s'est rassis à son bureau, la tête dans les mains, le document toujours ouvert sur son écran. La clause 14 c'est le fixer comme un défi.
Et quelque part en ville, je sirotais mon café et regardais le ciel devenir rose au-dessus de la Seine. Je savais. Le premier domino était tombé, et il y en avait 8 autres alignés derrière. À 10h02, ce n'était plus un murmure, c'était une débandade. L'équipe juridique fouillait les archives de documents comme le personnel de cuisine après avoir vu un cafard. Pages tournées, dossiers ouverts, courriels recherchés par date, expéditeur, taille de la pièce jointe, n'importe quoi pour prouver qu'il y avait un plan B. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune liaison alternative déposée auprès de Énergie de France et Réseau, aucun mémo de transition formel, aucune note d'autorité déléguée. En fait, la seule chose déposée après mon licenciement était le mémo des ressources humaines de Bastien, où il déclarait fièrement, dans un langage d'une légèreté dérangeante, Alain Vance a quitté l'organisation dans le cadre de notre initiative de restructuration. Ses fonctions seront absorbées par l'équipe stratégique jusqu'à nouvel ordre. Cette ligne, absorbée par l'équipe stratégique, se lisait comme une excuse de projet de groupe de lycéens, comme si Nathalie Girard, dont l'emploi du temps était rempli de régulateurs ministériels et d'audits à 7 chiffres, allait accepter un témoin passé à un jeune de 28 ans avec une mineure en psychologie des médias et une addiction à Canva. À 10h38, les services clients avaient essayé d'appeler la liaison de Énergie de France et Réseau 3 fois. Pas de réponse. Une 4e tentative est allée directement sur la messagerie vocale. Le courriel envoyé à Nathalie a renvoyé un accusé de lecture, mais aucune réponse. Pas de merci pour la mise à jour, pas de nous vous recontacterons, rien. À 11h07, l'appel hebdomadaire obligatoire a été officiellement manqué. C'était un jeudi. Cet appel n'avait jamais été manqué, pas pendant les grèves, pas pendant une panne de serveur de 3 jours, pas même la semaine où le mari de Nathalie a détruit leur voiture et qu'elle a pris l'appel depuis le siège arrière d'une dépanneuse. Le silence était la chose la plus bruyante dans le bâtiment. Alors Richard a convoqué une réunion. Pas d'invitation de calendrier, pas de document de préparation, juste 4 noms et un numéro de salle griffonné sur un tableau blanc. PDG, juridique, finance, Bastien. Les murs de la salle de conférence 2C étaient en verre, mais les stores étaient hermétiquement fermés. Tous ceux qui passaient devant faisaient semblant de ne pas remarquer. À l'intérieur, Richard faisait les 100 pas. Le juridique a ouvert avec les faits, qui sont sortis secs et froids comme des coups de feu dans un couloir. Aucun remplaçant désigné. Aucune communication client émise après le licenciement. Aucune preuve du consentement du client avant le départ. Aucun délai de grâce de transition activé. Chaque fois que quelqu'un disait non, les bras croisés de Bastien se serraient davantage. Je ne vois pas où est le problème, a fini par dire Bastien, d'un ton fragile. Ce n'est pas comme si nous avions licencié une célébrité. Il était l'homme clé, a dit Chantal, la directrice financière, la voix plus tranchante que d'habitude. Ce nom était le pivot de la conformité, pas seulement le poste. Mais ce n'est que de la sémantique, non ? A répondu Bastien, attrapant sa bouteille d'eau. Nous sommes le fournisseur. Nous décidons des rôles. Non, a dit la conseillère juridique interne, ajustant ses lunettes. Pas quand le client impose le personnel dans un contrat. Ce n'est pas une suggestion, Bastien. C'est exécutoire. Bastien a ricané. Pourquoi personne n'a signalé ça plus tôt ? Richard a arrêté de marcher. Tout le monde s'est figé. Tu l'as signé, a dit Richard platement. Tu étais le parrain exécutif de l'avenant. Tu as poussé pour avoir le contrôle de toutes les opérations face au client, alors Alain t'a envoyé la version finale. Tu l'as signé sans la lire. Je pensais qu'il gérait tout ce truc juridique, a marmonné Bastien. Il était le truc juridique, a murmuré Chantal. Personne n'a ri. Richard s'est tourné vers le mur, les mains sur les hanches, essayant de respirer à travers la vague de panique qui pressait ses côtes. Je veux un chiffre, a-t-il dit. Quels sont les dégâts s'ils partent ? Chantal a retourné sa tablette. Perte de revenus projetée pour le 4e trimestre, 58 millions d'euros. Impact de contingence, perte des comptes secondaires, dégradation de la note fournisseur et paiement différé des sous-traitants d'État. Impact secondaire total, 142 millions d'euros. Temps estimé pour s'en remettre, 18 mois. Le silence qui a suivi était radioactif. Bastien a craqué le premier. D'accord, nous devons juste reconstruire la confiance. Je vais écrire une lettre. J'irai à leur siège social,
je leur apporterai des macarons. Ou nous pouvons faire une vidéo, genre découvrez la nouvelle équipe, avec un style de mini-série, pour humaniser tout ça. Chantal a levé les yeux de son écran. Des macarons? Une vidéo? La conseillère juridique a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Richard n'a rien dit. Il a juste pris un feutre de tableau blanc et l'a cassé en deux sans regarder. Personne n'a bronché, parce qu'ils savaient tous que la pointe de l'iceberg venait de dévorer la coque, et qu'il n'y avait pas de canot de sauvetage étiqueté équipe stratégique. Le jeudi après-midi, les opérations avaient sorti l'organigramme. Les ressources humaines avaient vérifié 2 fois les documents de licenciement. Quelqu'un à la conformité a déterré un mémo interne de 2021 concernant les politiques de népotisme. Il s'est avéré que la promotion de Bastien au poste de vice-président de la stratégie, qui le plaçait en charge de la conformité opérationnelle, violait un addendum sur le népotisme qui exigeait 2 approbations indépendantes du conseil d'administration pour les membres de la famille immédiate des cadres de direction à des postes opérationnels de premier plan. Personne ne l'avait appliqué jusqu'à présent. Pendant que le bureau ruminait cela, un deuxième client a envoyé un courriel. Un compte secondaire d'Horizon Infrastructure, un fournisseur d'énergie renouvelable. Objet, gel de compte en attente, demande de clarification sur le changement stratégique. Compte tenu des récents changements de personnel et de l'absence de communication formelle, nous suspendons toutes les initiatives du 4e trimestre jusqu'à ce que nous puissions vérifier l'alignement. Ce courriel a frappé la finance comme une seconde vague. Chantal s'est levée de son bureau et a murmuré « Vous plaisantez ?» assez fort pour faire sursauter les stagiaires. Bastien a paniqué, mais le genre de panique qui pense encore qu'elle peut être jolie. À 15h15, il faisait les 100 pas dans son bureau pieds nus, ses chaussures coûteuses abandonnées, son téléphone collé à l'oreille alors qu'il essayait pour la 3e fois de m'appeler. Je suis tombé sur la messagerie. Bien sûr. Sa voix, haute et essoufflée, s'est déversée dans l'éther numérique. Salut Alain. Je voulais juste prendre des nouvelles. Voir comment tu vas. On traverse quelques petits pépins, et je pense qu'il serait utile de se reconnecter, tu sais, pour la continuité. Pas de pression. Rappelle-moi. Bip. Il a réessayé 1 heure plus tard, l'agacement perçant. Alain, nous devons parler. Il y a eu une certaine confusion. J'apprécierais vraiment si tu pouvais clarifier certaines choses. Le conseil d'administration pourrait être impliqué bientôt, et je pense que ce serait très bien vu si nous étions perçus comme collaboratifs. S'il te plaît, appelle-moi. Bip. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment précis, j'étais assis à une table de terrasse ensoleillée au café des ministères, sirotant un café noir et souriant à quelqu'un qui lisait vraiment des contrats pour gagner sa vie. Son nom était Diane Kemp, associée principale chez Preston Marks Consulting, l'un des rares cabinets ayant l'habilitation pour gérer des comptes énergétiques de plusieurs millions d'euros avec des exigences de conformité étatique. Et, fait amusant, elle était une ancienne amie de faculté de droit de Nathalie Girard. Elle m'a souri par-dessus ses lunettes. Alors laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Ils t'ont licencié en plein milieu du contrat sans l'accord du client, ont violé une clause de personnel clé et maintenant ils perdent leur compte comme une hémorragie. J'ai levé ma tasse de café. Quelque chose comme ça. Diane a ri. Alain, j'ai vu de mauvaises stratégies, j'ai vu des stratégies stupides, mais ça, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, ça, c'est du grand article. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Diane a penché la tête. Tu veux que ça le devienne? Je n'ai pas répondu tout de suite. La ville continuait de bouger, indifférente. Mais j'ai senti le changement silencieux sous mes pieds. Le tremblement de terre avait déjà eu lieu. Maintenant, les fissures atteignaient simplement la surface. L'alerte a frappé l'équipe de direction comme une sirène silencieuse. Session spéciale du conseil d'administration, à huis clos, 18h. Présence, PDG, directrice financière, conseillère juridique, membre du conseil uniquement. En dessous, en langage clair, aucun membre de la famille, aucune équipe stratégique. À 17h45, l'étage bourdonnait pratiquement. Les téléphones vibraient dans les mains mais on ne répondait pas. Les gens bougeaient rapidement mais évitaient le contact visuel. L'agent d'entretien qui passait l'aspirateur devant l'ascenseur s'est arrêté pour écouter, non pas parce qu'il était curieux, mais parce que tout le bâtiment était devenu soudainement silencieux.
À l'intérieur de la salle de conférence 1A, les lumières étaient tamisées. L'air était piquant avec l'odeur des feutres et de la sueur de tension. La longue table était bordée de bouteilles d'eau que personne ne touchait. Chantal, la directrice financière, était assise près de l'écran, tablette à la main, ayant l'air d'être réveillée depuis 3 jours. Quand Richard Beaumont est entré, il ne s'est pas assis en bout de table. Il s'est assis 2 chaises plus loin. Ce choix en disait plus que n'importe quel discours. « Commençons », a dit le président. Chantal s'est levée. « Voici où nous en sommes », a-t-elle dit, ne prenant même pas la peine de faire une présentation détaillée. Si Énergie de France et Réseau se retirent, nos revenus du 4e trimestre s'effondrent. Ce compte soutient 3 contrats satellites, 2 coentreprises et notre base de conformité. Si nous sommes signalés pour une violation par défaut, notre note de fournisseur étatique chute et le flux de nouveaux contrats se tarit immédiatement. Elle a balayé l'écran une fois. Diapositive. Perte projetée, 58 millions d'euros. Impact secondaire, 142 millions d'euros. Elle a balayé à nouveau. Diapositive. Chronologie de récupération, 18 à 22 mois en supposant une réintégration de la conformité fédérale. Personne n'a dit un mot. Puis la conseillère juridique s'est raclé la gorge et a ouvert un dossier papier. « Je voudrais lire la clause 14C pour le compte-rendu », a-t-elle dit. Dans le cas où le représentant désigné, M. Alain Vance, ferait l'objet d'une transition, d'un licenciement ou d'un retrait d'une participation active au projet sans le consentement écrit préalable de Énergie de France et Réseau. Le dit retrait sera considéré comme une violation substantielle du contrat et un motif de résiliation immédiate pour faute. Elle a fait une pause, regardant autour de la pièce. Avenant 9C, exécuté le 4 avril. Signé par le vice-président exécutif de la stratégie, Bastien Beaumont. Effectif pour une période de 12 mois avec renouvellement automatique. Aucun avis de révocation n'a été déposé. Le président a parlé lentement. Donc, non seulement Bastien a licencié notre personnel clé en plein milieu du contrat sans l'accord du client, mais il a également violé une clause réglementaire qu'il a signée lui-même et n'a suivi aucun protocole de période de préavis. La conseillère juridique a hoché la tête. C'est exact. Chantal a ajouté, et aucun remplaçant n'a jamais été soumis. C'est un vide total. Un autre membre du conseil a regardé par-dessus ses lunettes. Et le PDG a signé la promotion de son fils à ce poste, contre la recommandation du comité? La voix de Richard était rocailleuse. Oui. Et a renoncé au protocole de surveillance? Oui. La conseillère juridique a croisé les mains. Alors vous êtes également responsable de cette violation, Monsieur Beaumont, sur le plan opérationnel et juridique. Cela est tombé comme une brique à travers une fenêtre. Chantal a rompu le silence avec une dernière note. Nous venons de recevoir l'avis que le portail d'achat de Énergie de France et Réseau a révoqué notre accès administrateur. Nous sommes bloqués. Le président a fermé son dossier. Nous allons rédiger une réponse formelle, a-t-il dit. Plus aucune communication de la part de Bastien Beaumont. À partir de ce moment, tout contact passe par le conseil juridique. Et Monsieur Beaumont, le conseil tiendra une session de révision séparée concernant votre direction. Votre présence sera demandée, pas requise. Traduction, commencez à vider votre bureau. Richard n'a pas bronché. Il est juste resté assis là, les os transformés en pierre, fixant l'écran vide. La réponse finale est arrivée à 7h12 le vendredi matin. Pas d'objet. Juste un court aperçu qui est apparu sur 6 boîtes de réception à la fois. Nous travaillerons désormais par l'intermédiaire du cabinet de conseil indépendant de Monsieur Alain Vance. Chantal l'a vu en premier. Elle a cliqué. Le message faisait à peine une phrase. Nous travaillerons désormais par l'intermédiaire du cabinet de conseil indépendant de Monsieur Alain Vance, VCS Stratégie Conseil SAS. Il comprend nos besoins de conformité. Toute correspondance future devra être adressée à son cabinet. Pas de menaces, pas de langage juridique agressif, juste une décision. Signé, Nathalie Girard, directrice juridique, Énergie de France et Réseau. À 7h18, leur portail d'achat affichait un nouveau code fournisseur. Fournisseur, VCS Stratégie Conseil SAS. Liaison principale, Alain Vance. La réaction n'a pas été bruyante. Un analyste aux opérations s'est arrêté de taper et a juste fixé son écran.
Le gars de l'informatique qui jouait toujours du rock dans ses enceintes a mis sa musique en pause. Et dans la salle du conseil où quelques âmes s'étaient rassemblées tôt, il n'y avait que le silence. Bastien, qui s'était glissé au bureau tôt, se tenait près de la table. Il n'a pas attendu le reste. Il a attrapé son dossier, l'a jeté sur la table avec un bruit sec et a sifflé, « Vous vouliez tous qu'il parte. » « Non, » a dit Chantal, froide comme la glace. « Toi, tu voulais qu'il parte. Nous t'avons toléré. » Bastien s'est tourné vers la conseillère juridique. « Vous laissez vraiment faire ça ?» Le juridique a juste brandi le dossier du contrat, tapotant le coin de la page qui portait sa signature. « Tu l'as signé, Bastien. » C'était tout. Bastien est resté figé un court instant, a attrapé son téléphone, a marmonné quelque chose sur le fait qu'il en avait fini, et est sorti précipitamment. Ses talons claquaient dans le couloir. Personne ne l'a suivi. La salle du conseil s'est vidée lentement, comme un cortège funèbre sans les sanglots. Richard Beaumont est resté sur sa chaise. La pièce s'était assombrie alors que le soleil baissait à travers les lattes des stores, jetant des lignes sur la table comme des barreaux de prison. Devant lui gisait une copie de l'avenant 9C. 2 signatures, Alain Vance et Bastien Beaumont. Il a fixé la page comme si elle pouvait s'excuser. Mais elle ne l'a pas fait. Le conseil d'administration avait voté. Alain ne serait pas réembauché comme salarié. Il n'y aurait pas de retour en arrière ou d'excuses publiques. Mais son nouveau cabinet, VCS Stratégie Conseil, serait payé. Chantal avait déjà approuvé le bon de commande. Les honoraires étaient en route. Il devait payer les nouveaux tarifs de consultant d'Alain parce qu'il n'y avait aucune autre option. Ils avaient besoin de lui, et lui n'avait plus besoin d'eux. Richard a ramassé le contrat et l'a laissé tomber. Il a fait un bruit sourd, bien trop faible pour la force avec laquelle la vérité avait frappé. Alain n'avait jamais élevé la voix, n'avait jamais fait de scène, n'avait jamais traversé les couloirs avec un carton. Il était simplement parti, les documents en place, les contrats intacts. Un seul courriel en copie caché à la bonne personne au bon moment. Il n'avait pas eu besoin de vengeance, juste de la gravité. À l'autre bout de la ville, dans un bureau qui sentait encore la peinture neuve et l'ambition tranquille, je me suis assis à mon nouveau bureau. Le soleil était chaud sur mes épaules, mon téléphone était silencieux et ma boîte de réception était propre. Mon nom était sur les documents. Mes tarifs étaient fixés. Mon cabinet était actif. Et je n'étais pas en colère. Je ne souriais même pas. J'étais immobile. Immobile, calme et absolument serein. Cette histoire nous plonge au cœur des réalités brutales du monde de l'entreprise moderne, où le népotisme et l'arrogance se heurtent souvent à la compétence silencieuse. Le personnage d'Alain représente cette figure de l'ombre, l'expert indispensable que l'on finit par oublier à force de le voir réussir tout ce qu'il entreprend sans faire de bruit. La leçon principale ici est que la valeur réelle d'un employé ne réside pas dans son titre ou dans ses relations, mais dans sa maîtrise des mécanismes profonds qui font tourner l'organisation. Bastien, en voulant moderniser par pur ego, a oublié que les structures les plus solides reposent sur des fondations juridiques et humaines précises. La fameuse clause d'homme-clé est un outil puissant qui protège non seulement le client, mais aussi l'expert. En France, le droit des contrats est rigoureux et cette histoire illustre parfaitement comment une erreur de lecture peut couler une entreprise, même multimillionnaire. Alain n'a pas cherché à détruire son ancienne boîte par la force, il a simplement laissé les conséquences de leur propre incompétence les rattraper. C'est une forme de justice poétique très satisfaisante. Leçon à retenir, respectez toujours ceux qui connaissent les détails que vous jugez insignifiants. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où le fils ou la fille du patron a failli couler un projet par pur manque d'expérience? Comment auriez-vous réagi à la place d'Alain face à un licenciement aussi injuste? Partagez vos expériences en commentaire, cela m'intéresse beaucoup de lire vos anecdotes de bureau.